Après avoir parcouru l'Europe à l'ouest du continent et avoir quelque peu examiné sa présence dans le monde, nous revenons au cœur de cette Europe, dans celle qui a parfois été appelée l'Europe de l'Est, l'Europe au centre. Nous allons d'ailleurs montrer à quel point cette position du cœur de l'Europe en est une assez évanescente, assez changeante, parce que cette Europe a été, on le montrera, souvent bousculée. Les pays ont été déplacés en quelque sorte, on aura l'occasion d'en donner des exemples. Pour bien parcourir, ce centre du continent, nous allons suivre le cours du Danube, un peu comme nous avions fait avec le cours du Rhin. Ça va nous permettre de traverser un peu l'histoire, de traverser les paysages, de côtoyer de nombreuses villes, de reconstituer un petit peu la géopolitique du cœur de cette Europe. Et nous allons regarder de plus près un cas d'un pays tout à fait dramatique dans son histoire, un pays qui a justement été déplacé sur la carte à plusieurs reprises, même qui a disparu à un moment donné de son histoire en tant que pays. Il s'agit donc bien sûr de la Pologne. Nous allons ensuite descendre vers le sud de l'Europe et là regarder ce qu'on appelle le ventre mou de cette Europe, les Balkans, plus exactement l'ancienne Yougoslavie, et retracer un peu les changements géopolitiques majeurs et bien sûr les bouleversements des dernières années. Pour ensuite faire comme nous le faisons souvent, regarder le cas de villes spécifiques, ici Vienne et Budapest, sur le Danube justement, qui témoignent là aussi à la fois de l'histoire mais aussi de l'histoire urbaine de ce cœur de l'Europe, pour finalement regarder l'un des legs de l'Europe à l'échelle mondiale, un de ces modules que nous avons appelés transversaux à l'occasion de notre introduction, en regardant l'héritage viticole mondial, la carte du vin dans le monde, en se rappelant bien que c'est quand même l'Europe qui a diffusé la viticulture à l'échelle mondiale. Nous l'avons laissé entendre, ce cœur de l'Europe a subi les pressions de ce qui l'encadre, c'est-à-dire d'une part les pays à l'ouest et bien sûr le monde russe. Cette Europe est donc véritablement continentale, c'est une portion de l'Europe qui a des accès très limités à la mer. Il n'y a pas de véritable limite à cette Europe, justement parce qu'elle a été déplacée, ou plus exactement les pays qui la composent ont été soit sous la pression des Russes, soit sous la pression des Autrichiens, des Prussiens, etc. Bon, aujourd'hui, ce qu'on appelle cette Europe au centre, ça rassemble une douzaine d'États, en commençant au nord par la Pologne, ensuite la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, si on va vers la mer Noire, la Roumanie, la Bulgarie, et si on revient vers l'ancienne Yougoslavie, ou les morceaux de cette Yougoslavie, ça comprend donc aujourd'hui la Slovénie, la Croatie, la Yougoslavie proprement dite, c'est-à-dire la Serbie et le Monténégro, avec bien sûr la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine, et puis finalement, à l'extrême sud de cette Europe dite du centre, l'Albanie. Cette Europe ne rassemble que quelques 120 millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup moins que l'Europe à l'ouest, sur un territoire aussi beaucoup plus étroit, environ 1,6, 1,1, enfin 116 000, 1 160 000 km², pardon, à peu près, ce qui donne une densité d'une centaine d'habitants au kilomètre carré. Cette Europe aussi, elle est à étage, un peu comme celle de l'ouest, mais de façon encore plus comment dirais-je, caricaturale, en ce sens que tout le nord correspond à la plaine du nord de l'Europe, la plaine dite germano-polonaise, appuyée ensuite sur des massifs anciens, avec comme prototype par excellence le quadrilatère de Bohême, qui, comme les autres massifs anciens du centre de cette Europe, lesquels, soit dit en passant, se rendent jusqu'à l'Oural, dont nous parlerons bientôt, se caractérisent par la présence de ressources importantes. Ensuite, plus au sud, les systèmes alpins, avec le grand croissant des Carpates, comprenant les Alpes de Transylvanie. Et puis ensuite, encore plus au sud, d'autres types alpins, les Alpes dites méditerranéennes, celles que l'on appelle les Alpes dinariques dans cette ancienne Yougoslavie, n'est-ce pas? Et notamment en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, et puis bien sûr les Alpes balkaniques, les Balkans proprement dit. Tout ça enserre bien sûr des réseaux de plaines, comme la Grande Plaine hongroise et la plaine de Roumanie, que l'on appelle notamment la Valachie, dans le Danube inférieur. Bon, cet ensemble appartient à ce que l'on appelle le monde slave. Ça, c'est un élément fondamental, avec bien sûr des exceptions, comprenant les Hongrois et les Roumains, et quelques minorités allemandes. Mais tout le reste, les Polonais par exemple, les Yougoslaves comme on disait autrefois, sont aussi donc des Slaves. Cet ensemble a été un peu le champ de manœuvre de grands envahisseurs tels que les Mongols, tels que les Ottomans, donc venant de l'Est, mais aussi bien sûr les Autrichiens, les Français, les Allemands venant de l'Ouest, et puis toujours venant de l'Est aussi, bien sûr, les Russes.
D'ailleurs, la définition de cette Europe du centre, elle est d'abord géopolitique. On l'appelait la Mitteleuropa en allemand, n'est-ce pas? On l'appelle encore ainsi d'ailleurs en allemand. Donc, elle a longtemps été centrale, puis ensuite elle a été à l'est, de 45 à 90, alors qu'elle a recueilli un héritage socialiste. Elle est toujours un peu à l'étroit. Elle se cherche des tuteurs de plus en plus à l'ouest, on l'a laissé entendre la semaine dernière, à l'occasion de la leçon précédente, et puis bien sûr auprès des Russes assez souvent. Parce que donc cette Europe a été bousculée. La carte de cette Europe du centre a été redistribuée, retracée à plusieurs reprises. Regardons-le à quelques étapes cruciales. Bon, avant 14, au centre, avant 1914, au centre, il y a l'Autriche-Hongrie, encadrée par l'Allemagne, la Russie. Au sud et au sud-est, il y a justement les Balkans, qui sont aux prises avec ce qu'on appelle la question d'Orient. J'y reviendrai plus tard. Sous la pression des Austro-Hongrois, qui exercent la pression sur la Serbie, de la Russie qui exerce des pressions sur la Roumanie et la Bulgarie, et puis bien sûr la pression des Turcs, des Ottomans, n'est-ce pas, au sud-est, surtout sur la Grèce. Bon, survient la Première Guerre mondiale qui est déclenchée à Sarajevo en 1914, alors que suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui est le neveu de l'empereur François-Joseph, n'est-ce pas, et qui est assassiné par un Serbe, ce François Ferdinand, les Autrichiens qui avaient annexé la Bosnie-Herzégovine en 1908 s'embarquent dans la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est déclenchée et le résultat essentiel, c'est qu'à la suite de cette Première Guerre mondiale, donc, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois font peau de chagrin, sont très affaiblis dans la région. Bon, quelle est la carte qui en résulte suite à une série de traités à Versailles, à Sèvres et à Lausanne? Au centre, l'Autriche a littéralement foulé. Elle est toute petite, elle correspond à peu près à 1/8 de ce qu'était l'Empire austro-hongrois avant la guerre. Et apparaît une Hongrie distincte de cette Autriche. La Tchécoslovaquie apparaît tout court. C'est un nouveau pays qui rassemble l'ancienne Bohême, n'est-ce pas, dont fait partie la Moravie, et la Slovaquie. Au nord, il y a la Pologne, bien sûr, qui est ressuscitée entre l'Allemagne et l'URSS, qui, elle, avait été créée en 1922. Sur la Baltique, complètement au nord, donc la Prusse orientale, qui correspond donc à l'ancien Königsberg, qui va devenir Kaliningrad, éventuellement plus tard en 1946, sous le contrôle soviétique. Et puis bien sûr les trois petites républiques baltes de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, qui sont séparées de la Russie en 1819. Bon, revenons au sud et au sud-est, donc, la Yougoslavie, ou ce qui s'appelait à ce moment-là le royaume des Serbes, des Croates, des Slovènes, prend le nom de Yougoslavie en 1931. La Croatie, la Slovénie, etc., sont les composantes de cette Yougoslavie. La Roumanie, elle, s'agrandit alors que l'Albanie devient une république. Elle était autrefois sous contrôle turc. Elle devient une république en 1925. Bon. Survient la Deuxième Guerre mondiale, on n'en fera pas l'histoire, elle est très complexe. La carte va changer ici aussi, suite aux accords de Potsdam et surtout de Yalta en 1945. Parce que pendant cette Deuxième Guerre mondiale, il y a des puissances qui ont grignoté une partie de cette Europe centrale, à savoir bien sûr les Allemands et les Soviétiques. Les Soviétiques ont beaucoup progressé vers l'Ouest. Si les Allemands avaient progressé vers l'Est, bien sûr, ils ont été complètement repoussés. Et quand la guerre se termine, ce sont les Soviétiques qui occupent une bonne partie de cette Europe du centre. Un des résultats, on le regardera plus en détail, c'est que la Pologne est déplacée vers l'Ouest aux dépens de l'Allemagne. On verra, on expliquera ça plus tard. Au nord-est, en 1949, l'Est de l'Allemagne est séparé du corps de l'Allemagne proprement dite, alors qu'elle est toujours occupée par les Soviétiques, et elle prend le nom de République démocratique allemande. Il y a aussi la division de la ville capitale de Berlin avec l'érection du mur en 1961. On en a un peu parlé. Au nord-ouest, les trois républiques baltes qui avaient été occupées sont incorporées à l'URSS, on l'a déjà mentionné. Au nord, plus au nord encore, la Carélie, qui était en partie finnoise depuis 1920, est incorporée à l'URSS à nouveau. Vous voyez, l'URSS gagne des morceaux un peu partout. Au centre, la Roumanie et la Tchécoslovaquie perdent des petits morceaux au profit de l'URSS. Le résultat de cela, c'est que l'URSS a maintenant pignon direct, c'est-à-dire en voisinage direct, avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ce qui aura des conséquences et permettra aux Soviétiques d'envahir ces deux pays-là en 1956 et en 1968. Bon. Bref, la tutelle soviétique est consolidée. Les Soviétiques placent des régimes dits collaborateurs dans la plupart des pays du centre, Pologne, Tchécoslovaquie, etc. Dans un contexte où la guerre froide se développe, les Européens mettent en place le plan Marshall avec les Américains pour reconstruire l'Europe de l'Ouest, n'est-ce pas? Et les Soviétiques mettent en place le système du Comecon, les accords du Comecon, en 1949. Les Occidentaux créent l'OTAN, aussi en 1949, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, auquel répondent les Soviétiques avec le pacte de Varsovie en 1955, qui permet aux Soviétiques d'installer des troupes dans presque tous ces pays.
Suite à cette période donc dite de la guerre froide, ou plus exactement vers la fin de cette période dite de la guerre froide, les tensions à l'intérieur de cette Europe centrale s'accroissent, c'est-à-dire la résistance au communisme qui est vraiment imposée en bonne partie et contrôlée par les soviétiques. Parce que donc la résistance a perduré. Elle a pris bien des formes. Elle a été aussi accentuée par les interventions des soviétiques à l'occasion de révoltes à Prague en 1945, à Budapest en 1956 et puis encore un deuxième coup de Prague en 1968. Et le pays qui a probablement été celui qui a symbolisé le plus la résistance au communisme et notamment à la pression soviétique, c'est bien sûr la Pologne des années notamment 80 et 90, enfin plus exactement des années 80, qui a donné en quelque sorte le signal, si je puis dire, de la débandade du communisme dans l'Europe centrale. Il y a eu les grèves dans les chantiers navals de la Baltique à Gdansk, n'est-ce pas, où le syndicat Solidarité a joué un rôle considérable, ce qui a mené éventuellement à des élections démocratiques, les premières dans cette région depuis fort longtemps, en 89, alors que les Russes, finalement, n'ont plus la capacité d'intervenir et se retirent définitivement sur le plan militaire de la Pologne en 1992. Bon, il y a le cas de l'Allemagne, on en a déjà parlé, il y a la chute de Berlin, du mur de Berlin, plus exactement en novembre 89, qui est suivi par l'unification de l'Allemagne en 90, et une unification qui est, important de le souligner, pacifique. Il y a aussi un autre bouleversement tout à fait pacifique, c'est celui qui concerne la Tchécoslovaquie, puisque en 91, là aussi, les Soviétiques se retirent et le pays est divisé en Slovaquie et Tchéquie, ou si vous préférez République tchèque, le 1er janvier 1993. Là aussi, donc, je le répète, j'insiste, scission pacifique. Hélas, ça n'a pas été la même chose avec la Yougoslavie, qui commence à se décomposer dès le début des années 90, d'une façon particulièrement dramatique et à répétition, toute chose que nous verrons plus en détail lorsque nous aborderons de front la question d'Orient. Nous allons maintenant regarder d'un peu plus près la géographie du cœur de l'Europe en la parcourant en suivant le cours du Danube. Ce Danube a un rôle tout à fait particulier, tout à fait central à jouer dans cette Europe. Il faut bien le rappeler, qui est très à l'étroit, dont plusieurs des pays sont enclavés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pignon sur mer, comme par exemple la Tchéquie, la Slovaquie ou la Hongrie, ou même la Roumanie, la Bulgarie, qui n'ont pignon sur mer que via la mer Noire. Donc, un fleuve qui est central, qui relie d'ailleurs les deux Europes, qui prend sa source au pied des Alpes, n'est-ce pas, plus exactement dans la forêt Noire, et qui se rend jusqu'à la mer Noire. Il constitue un axe est-ouest en quelque sorte, alors que le Rhin, n'est-ce pas, on l'a vu, constitue un axe sud-nord. Il est surtout beaucoup plus important au plan hydrologique que ce Rhin. Son bassin est de 800 000 km², son cours de près de 3000 km et son débit de plus de 6000 m3 secondes, c'est-à-dire à peu près le triple de celui du Rhin. Il est aussi très irrégulier. Sa place, en quelque sorte, est plus exclusive, n'est-ce pas, plus impériale que le Rhin. Il est en quelque sorte plus indispensable au cœur de cette Europe. Et comme le Rhin, lorsqu'on suit son parcours, il nous permet de traverser toute une série de paysages et de territoires. Il est aussi central au plan historique, au plan géopolitique. Il est lui aussi jalonné par un réseau de villes, y compris de plusieurs capitales nationales. Il constitue une artère de communication. Et puis, bien sûr, il dessert un grand bassin agricole. Et au plan de l'hydroélectricité, son potentiel demeure considérable. Bon, si on regardait d'un peu plus près ces paysages, n'est-ce pas? Je rappelais donc tout à l'heure que sa source se situe en forêt Noire, à une altitude de quelques 1000 mètres, donc beaucoup moins élevée que le Rhin. Et d'ailleurs, là où il prend sa source, le Rhin n'est pas très loin, il est à une cinquantaine de kilomètres de l'autre côté de cette forêt Noire, alors qu'il s'écoule vers le nord. Ce Danube file donc vers l'est, fait une grande boucle dans le sud de l'Allemagne, dans une région des plateaux jurassiques forestiers, en Bavière. Il passe au pied des contreforts du massif ancien de la forêt de Bohême, qui fait partie de ce fameux quadrilatère de Bohême au centre de l'Europe, qui a donc pignon sur la Pologne, sur l'Allemagne, sur l'Autriche et bien sûr sur la Tchéquie. Ensuite, donc, revenons au Danube. Il poursuit sa course en Haute-Autriche à travers une région de défilé, en quelque sorte. Il est très encaissé ici, avant d'entrer en Basse-Autriche, dans la région de Vienne, n'est-ce pas, alors que commencent les plaines de ce centre de l'Europe. Des plaines d'ailleurs entrecoupées de seuils, des véritables détroits, des passages, dont en particulier le premier entre les Alpes et les Carpates, à la frontière austro-slovaque, n'est-ce pas? Alors que là, le Danube traverse la petite plaine de Hongrie, le Kiss
Alfeld, alors qu'il reçoit sur sa rive droite un affluent du nom de Rabat. Ensuite, deuxième seuil, deuxième détroit, n'est-ce pas, entre les monts Matra et les monts Bakony. Là, on est au cœur de la Hongrie. Matra, pas très élevé, 1 millier de mètres. Et là, alors qu'il entre dans la grande plaine de Hongrie, la Nagy ou Nagy Alföld, et qu'il est accompagné par une bonne partie de son cours par un affluent de rive gauche, la Tissa, qui va éventuellement le rejoindre. Ces deux plaines, la petite et la grande plaine dite Alföld, n'est-ce pas, constituent ce qu'on appelle la plaine pannonienne. Bon. Ensuite, troisième passage entre le plateau de Serbie et l'extrémité, n'est-ce pas, des Carpates. Et là, ce passage-là a un nom célèbre, on appelle ça les portes de fer. Il entre ensuite donc dans la plaine de Valachie, n'est-ce pas, le Danube inférieur, à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, alors qu'il va bientôt recevoir sur son versant nord un affluent du nom de Prout, et qu'il forme le delta dit de Dobroudja, à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Et ce Prout, donc, il vient de Moldavie. Bon, j'ai laissé entendre qu'il avait aussi un rôle important à l'échelle historique, au plan géopolitique et, bien sûr, à l'échelle urbaine. Ce Danube, en fait, il a été, comme c'est le cas de tous les grands couloirs au cœur de l'Europe, emprunté entre autres par les Grecs, qui l'ont appelé l'Ister. Il a porté le nom de Danubius pour les Romains. Il a d'ailleurs représenté l'une des limites de l'Empire romain. Il avait servi de voie d'entrée, je l'ai laissé entendre, pour les Grecs vers l'intérieur de l'Europe. Et puis aussi, il a servi de voie d'accès à l'Orient, n'est-ce pas, pour les Romains, dans leur poussée vers l'Est, pour les Autrichiens, bien sûr, et pour les Allemands. À l'échelle contemporaine, son rôle géopolitique ou sa place géopolitique est très bien souligné par le fait qu'il traverse ou touche à 9 pays, dont, bien sûr, on l'a laissé entendre, la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, puisqu'il passe à Belgrade, on y reviendra, la Roumanie, la Bulgarie, l'Ukraine, et bien sûr, tout petit peu, la Moldavie. Je l'ai laissé entendre, a servi à la navigation depuis fort longtemps. Lui aussi, il a fait l'objet d'un traité de navigation libre international au milieu du 19e siècle, à Paris. Un traité qui a été remis en cause au fil des guerres et tout, mais enfin qui aujourd'hui est bien sûr encore en vigueur. Et il est jalonné, je l'ai donc laissé entendre, par plusieurs villes historiques célèbres, et puis bien sûr par plusieurs capitales. Bon, si on fait un petit parcours, encore une fois, là, urbain en quelque sorte, on peut évoquer la ville d'Ulm, n'est-ce pas, en Allemagne, à la confluence avec l'Iller, une ville qui est dominée par la plus haute flèche gothique d'Europe, qui dans l'histoire militaire de l'Europe est importante parce que c'est le lieu d'une des victoires de Napoléon en 1805, je crois, si je ne m'abuse. Ensuite, Regensburg, Ratisbonne, il faut penser à la diète de Ratisbonne, Charles Quint, 1541. Là aussi, une victoire de Napoléon, quelques années plus tard, donc c'est ici, 1809, je crois bien. Bon, Passau, presque à la frontière avec l'Autriche. La confluence avec Linz, une ville qui est importante au point de vue énergétique, des barrages qui alimentent des fonctions industrielles. Ensuite, en Autriche même, la ville de Linz, qui est la capitale de la Haute-Autriche, qui est célèbre notamment pour la beauté de ses monuments, une place Renaissance, avec des monuments aussi de type baroque. Et puis bien sûr, la ville par excellence, ou l'une des deux villes par excellence du Danube, la capitale autrichienne, Vienne, dont nous aurons l'occasion de parler, qui est avec la suivante, la capitale de la Hongrie, représente les deux villes les plus pesantes, n'est-ce pas, à l'échelle historique et à l'échelle démographique, sur le cours de ce Danube. Bon, après Vienne, avant d'arriver à Budapest, il faut quand même mentionner Bratislava, la capitale slovaque, hongroise, jusqu'au du Xe siècle, qui était partie de la Hongrie, de ce qui était dominé par les Austro-Hongrois, jusqu'à la création de la Tchécoslovaquie que nous avons évoquée en 1918. Bon, ensuite Budapest. Nous y arrivons. Budapest, une des plus belles villes du cœur de l'Europe, donc une des plus belles villes du monde. Belgrade, à la confluence avec la Sava, une ville fondée par les Celtes, parmi bien d'autres, sur un site stratégique, ce qui était généralement le cas. Et puis, pour prendre des exemples de villes moyennes, Ruse, Russie et Giurgiu, bulgares et roumaines, reliées par un pont au-dessus de ce Danube, des villes industrielles, portuaires, en particulier dans le cas de Ruse.
Parce que donc, bien sûr, le Danube a aussi une fonction économique, c'est bien évident. Le trafic est beaucoup moins important que sur le Rhin, il correspond à peu près à 1/10 du trafic du Rhin, mais il représente quand même un axe de communication. Il est navigable de la mer Noire, qui, elle, vous le savez, est accessible à partir de la Méditerranée, jusqu'à Ulm, à plus de 2000 km de l'embouchure. Ceci dit, sa vocation commerçante est susceptible de s'accroître dans la mesure où, avec le raccordement récent avec le Rhin via l'affluent du Rhin qui est la Main et le canal de la Main au Danube, n'est-ce pas, en territoire allemand, la possibilité d'un accroissement des transports dans cette Europe en reconstruction, ou enfin, pour l'avenir économique, qui sans doute plus intéressant que son passé récent, avec des aménagements et des dragages à partir de la mer Noire jusqu'à Vienne, pour améliorer le gabarit des navires qui vont pouvoir le fréquenter, et puis divers projets de raccordement avec l'Oder et l'Elbe. Donc, la fonction commerçante est appelée à s'accroître. Mais aussi, il faut rappeler, la fonction agricole ici est relativement parlant beaucoup plus importante que celle du Rhin, puisque les pays qui le dessertent, tels que la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, ont des cultures, enfin, sont agricoles dans des proportions phénoménales. Près de 60% de la Hongrie est en agriculture, 45% de la Roumanie, 40% de la Bulgarie, et les grandes régions agricoles de ces pays sont desservies soit par le Danube, soit par ses affluents. Il y a 800 000 hectares irrigués, par exemple, en Hongrie, 600 000 en Serbie même. Bon, puis 1 million dans la plaine de Valachie. Et toutes les productions y sont présentes, ou presque. Céréales, blé, maïs, betteraves sucrières, presque partout. Le vignoble, surtout hongrois et bulgare, même de la riziculture en Hongrie, le tournesol, le coton en Roumanie et Bulgarie, par exemple. Et finalement, le potentiel hydroélectrique. Il y a d'immenses projets qui sont associés partiellement aussi à l'irrigation, d'harnachement du cours du Danube ou de ses affluents, avec un objectif de produire éventuellement jusqu'à 40 milliards de kilowattheures. Là, on est rendu à une échelle de grands fleuves, n'est-ce pas, de fleuves dont on verra qui sont beaucoup plus importants, comme le Mississippi ou la Volga. Avec des projets de barrages qui posent problème, notamment entre la Slovaquie et la Hongrie, à l'image un peu de la difficile reconstruction géopolitique de ce cœur de l'Europe, au cœur de laquelle, donc, le Danube a toujours joué et continuera à jouer un rôle crucial. Le pays le plus important à plusieurs égards de cette Europe dite à l'étroit, au centre, c'est bien sûr la Pologne. La Pologne qui est le pays le plus étendu, avec un peu plus de 300 000 km², une population qui approche les 40 millions, c'est-à-dire près du tiers de la population de cette Europe du centre, et puis un pays qui dispose des plus grandes superficies agricoles, puisque la moitié de son territoire est cultivé, que je le répète, c'est le pays le plus étendu. C'est aussi un pays que l'on peut qualifier d'un pays d'irréductible. L'histoire de la Pologne en est une de résistance. S'il y a des irréductibles dans le monde, ce sont bien les Polonais, qui sont aussi, bien sûr, il faut le rappeler, majoritairement catholiques. L'histoire de la Pologne, du territoire polonais, l'histoire foncière en quelque sorte est très mouvementée. On aura l'occasion de le regarder un peu plus en détail. Depuis sa fondation, il y a à peu près un millénaire. Cette Pologne a fait l'objet de dépeçages successifs, de découpage, si vous préférez, puisque en 1772, la Russie, l'Autriche et la Prusse se sont entendus pour en prendre des morceaux, que la Russie et la Prusse ont remis cela 20 ans plus tard, plus exactement en 1793, et puis que finalement, en 1795, Russie, Autriche et Prusse ont littéralement découpé l'ensemble de la Pologne à leur profit. Découpage qui a été sanctionné, n'est-ce pas, à l'occasion du traité de Vienne en 1815, malgré les efforts de Napoléon entre 1807 et 1813, je crois, pour créer le duché de Varsovie. Bon, bref, congrès de Vienne, la Pologne disparaît de la carte. Pas les Polonais, ils sont toujours là, mais la Pologne n'existe plus en tant qu'État. Cela va être suivi par toute cette période et ce qui a suivi va donner lieu à de la résistance, à des luttes, à des reconstitutions partielles de la Pologne, mais elle ne réapparaîtra formellement qu'après la Première Guerre mondiale, en 1918, alors que son avenir est en fait assez éphémère, puisque dès la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire septembre 1939, suite au pacte germano-soviétique, n'est-ce pas, l'Allemagne et la Russie envahissent chacun de leur côté la Pologne, dans un contexte où Hitler réclamait le couloir de Danzig pour pouvoir accéder à l'ancienne Prusse orientale.
Et donc, c'est ce qui ça a été le prétexte qu'Hitler a utilisé pour envahir le premier. Mais enfin, les Russes ont suivi quelques jours plus tard. On était en septembre, donc 1939. Et que les Russes et les Allemands, surtout les Allemands, se sont livrés à des massacres parmi les plus cruels de l'histoire de l'humanité. Les Allemands, bien sûr, ont mis en action, les nazis plus exactement, leur projet d'élimination des Juifs. Ils ont déporté plus de 2 500 000 Polonais vers l'Allemagne dans les camps de travail. Ils en ont exterminé 6 millions sur place, dont 3 millions de Juifs, essentiellement dans des camps, en particulier dans le tristement célèbre camp de Auschwitz, en Haute-Silésie, où là, plus de 4 millions de Juifs ont été en quelque sorte exécutés. C'est à peu près le summum de l'horreur dans l'histoire de l'humanité. Les déplacements d'après-guerre de la Pologne, maintenant, revenons à la carte, au territoire polonais, ont été encore plus considérables, dans la mesure où, sous la responsabilité des Russes, le territoire de la Pologne a littéralement été déplacé vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Allemagne, au détriment de l'Allemagne et au profit de l'URSS. La Pologne, à ce moment-là, est passée son territoire comptait près de 400 000 km². À la suite de cette opération foncière, en quelque sorte, il ne couvrait que 312 000 km². Mais il avait quand même gagné des territoires assez riches aux dépens de l'Allemagne, en Silésie, n'est-ce pas, des territoires miniers. Mais globalement parlant, le grand gagnant était bien sûr l'URSS. Bon, cette Pologne, elle compte des régions très connues à l'échelle historique. Aujourd'hui, on compte 16 voïvodes, c'est-à-dire des régions administratives, ou si vous préférez, des provinces en cette Pologne, dont la géographie, rappelons-le, je l'ai dit un peu en introduction de la leçon sur l'Europe centrale, en est une à étage. C'est-à-dire que si l'on parcourt le territoire du nord au sud, on fréquente donc d'abord la longue côte basse sur la Baltique, qui couvre près si on la suit en détail, près de 700 km, formée de cordons sablonneux, de lagunes et de baies, dont quelques-unes accueillent des grands ports, comme celui de Szczecin ou Stettin, et Gdansk, c'est l'ancien Danzig, et Gdynia. À ces cordons littoraux succède la Grande Plaine germano-polonaise, version polonaise, n'est-ce pas, avec des croupes et des glacières et des lacs glaciaires, qui correspond aux provinces de notamment Poméranie, Cujavie, Mazurie. On est dans le nord de la Pologne ici. Puis si on descend plus au centre, la Grande Pologne, la Mazovie et la Podlachie. Tout cela étant desservi par des réseaux de fleuves, dont la combinaison de la Neisse et de l'Oder, qui s'appelle Odra en Pologne, et qui passe notamment par Wrocław, c'est-à-dire le Breslau, autrefois allemande, et qui donc, sous le nom d'Oder ou d'Odra, suit la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Et puis bien sûr, le fleuve par excellence polonais, la Vistule, qui est en plein centre, qui passe notamment par Auschwitz, mais aussi et surtout par Cracovie, l'une des très belles villes de la Pologne, une ville qui a été épargnée en bonne partie, ou essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale, une ville du patrimoine mondial. Et puis bien sûr la capitale en plein centre, Varsovie, qui elle a été considérablement détruite et en partie reconstituée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis si on continue plus à l'est, n'est-ce pas, un affluent de la Vistule, la Boug, la rivière Boug, qui en fait maintenant sert de frontière avec l'Ukraine et le Bélarus. Parce qu'on n'est plus maintenant devant l'URSS, étant donné qu'entre la Russie et la Pologne, il y a maintenant donc à ce niveau-là l'Ukraine et le Bélarus ou la Biélorussie. Bon, continuons un peu plus au sud, la Silésie, la région des grandes ressources minières, appuyée sur les Sudètes, c'est-à-dire les monts des Géants. Comprenant les monts des Géants, on est ici donc sur le versant polonais du quadrilatère de Bohême, comprenant le plateau de la petite Pologne, qui elle est appuyée sur les Carpates et sous ces composants des Carpates que représentent les Beskides et les Hautes Tatras. Bon, cette Pologne, sa géographie est évidemment beaucoup plus riche que ce que je viens de résumer. Il faut rappeler que c'est un territoire très, très arrosé, qui comporte des hivers très durs, assez représentatifs de ce cœur de l'Europe. Un pays qui est très vert, très agricole, je l'ai laissé entendre, la moitié du territoire est cultivé et près de 30% est en forêt, ce qui est un peu assez représentatif de ce cœur de l'Europe.
L'agriculture y est très importante, elle y est même assez prospère. Les paysans ont joué un rôle très important dans la résistance au communisme. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails là-dedans, mais il faut le rappeler. Donc, culture de pommes de terre, betterave à sucre, seigle, qui va faire penser à la vodka, l'avoine, l'élevage de porc, qui est très important en Pologne. Un pays qui se caractérise par une grande uniformité culturelle, il faut le rappeler. Les Polonais comptent pour 98% de la population de la Pologne, dans un contexte donc où la plupart des autres pays de la région ont des minorités ethniques proportionnellement plus importantes. Ici, en Pologne, il y a à peu près 1% de la population qui est d'origine allemande, et 1% à peu près aussi d'origine ukrainienne ou biélorusse. Et les habitants de la Pologne sont catholiques à plus de 95%. La population est plus densément répartie dans le sud. Disons que la moyenne de la Pologne, c'est 125 habitants au kilomètre carré, une densité assez représentative de l'Europe, un peu supérieure à la moyenne. Donc, plus densément répartie dans le sud, dans la région des ressources minières, en particulier le charbon. La Pologne a toujours été un important producteur de charbon, le fer, le plomb, essentiellement toujours en Silésie, avec des villes industrielles très importantes, telles que cette fameuse Wrocław dont nous avons parlé tout à l'heure, en Basse-Silésie, sur l'Odra, et puis bien sûr Katowice, plus au centre-sud, en Haute-Silésie, là aussi représentative de ces villes charbonnières et industrielles et métallurgiques, n'est-ce pas? Pour finir, rappelons à quel point la Pologne est un pays véritablement révolutionnaire qui a donné le signal de la débandade de la tutelle soviétique au cours des années 80 et qui a contribué au recul très rapide du communisme d'une façon telle que déjà au milieu des années 90, la Pologne a été un des pays à lancer les plus grandes privatisations, donc un pays qui représente un cœur de l'Europe qui est tout aussi dynamique que cette Europe à l'ouest dont nous avons dit que c'était elle qui représentait l'ouverture sur le monde. Une Pologne donc qui est en transformation comme tout ce cœur de l'Europe. Si le territoire de la Pologne était assez représentatif de ces plats pays du nord de l'Europe qui bordent la Baltique, tel n'est pas le cas de ce que l'on appelle le ventre mou de l'Europe, c'est-à-dire de la péninsule balkanique, cette projection péninsulaire donc du monde slave en territoire méditerranéen. Cette région a été une zone de contact entre l'Occident et l'Orient dans la mesure où elle a fait les frais de la poussée de la progression des Ottomans, les Turcs, n'est-ce pas, qui ont conquis une bonne partie de cette péninsule au XIVe et au XVe siècle. D'ailleurs, ce que l'on appelle aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine a été intégrée à l'Empire ottoman à la fin de ce XVe siècle, alors qu'une bonne partie de la population s'est convertie à l'islam, alors qu'une autre partie est restée soit catholique, soit orthodoxe. Tout cela a amené des crises internes, des révoltes devant les Ottomans, lesquels, dès cette époque ou dans les siècles qui ont suivi, ont vu leur empire s'affaiblir de plus en plus. Ils ont eu des problèmes en Égypte, éventuellement dans la péninsule arabique, etc., à un point tel que cet empire ottoman était en pleine décadence, en particulier à compter de la fin du XVIIIe siècle. Ça posait des problèmes à l'Occident et c'est pour cela qu'on a désigné cela de la question d'Orient. Comment se débrouiller, comment composer avec cette décadence de l'Empire ottoman et donc des territoires qui l'occupaient, comment allons-nous les récupérer? Cela a amené les Austro-Hongrois en 1908 à annexer carrément la Bosnie-Herzégovine, une annexion qui a cependant été contestée par les nationalistes serbes. C'est dans ce contexte qu'il y a donc eu cet incident de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914, qui a éventuellement contribué à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Bon, on ne refera pas cette histoire ici. Après cette Première Guerre mondiale, donc, il y a eu, je l'ai déjà mentionné, un démembrement des deux grands empires austro-hongrois et ottomans dans la région. Il y a eu donc la formation du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, on en a parlé, qui rassemblait alors à ce moment-là la Serbie, le Monténégro et toute une série de territoires autrefois austro-hongrois, ce qui a éventuellement mené à la formation de ce pays des Slaves du Sud, n'est-ce pas, la Yougoslavie en 1931. Mais dans un contexte où des tensions persistaient entre les Serbes et les Croates, les deux plus importants groupes de la région. Survint la Deuxième Guerre mondiale qui a, il faut se le rappeler, bouleversé toute l'Europe, avec l'invasion donc de cette Yougoslavie en juin 1941, l'invasion allemande, mais les Allemands étant ici accompagnés par des troupes italiennes, hongroises, bulgares, cette Yougoslavie donc faisant les frais, excusez-moi, donc d'une sorte de découpage ici aussi, dans l'occupation en tout cas,
mais où il y a eu une résistance à l'occupation nazie, en particulier de la part des Serbes, mais dans un contexte où une partie de la population croate a collaboré avec les nazis. On les a appelés les Oustachis, ces collaborateurs, et cela aussi fait partie des longs contentieux, des profonds contentieux entre les Croates notamment et les Serbes. Bon. Le régime de Tito a été mis en place. Tito qui a été l'un des résistants par excellence devant les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le régime de Tito a ensuite été mis en place après la guerre. Et ce qui l'a caractérisé au sein de cette Europe du centre, n'est-ce pas, dont on a dit qu'elle était dominée par les soviétiques, c'est que Tito, lui, a refusé la présence des troupes russes dans son territoire, ce qui se distinguait du reste de l'Europe centrale, un peu comme l'Albanie aussi. Ces deux pays refusaient la présence soviétique. Bon, ceci dit, sous Tito, les tensions internes ont persisté, encore que le régime de Tito en était un qui mettait un peu la chape sur les problèmes internes, parce qu'il y avait encore des problèmes entre donc ces groupes que sont les Slovènes, les Croates, les musulmans, les Serbes, les Macédoniens et les Monténégrins. Survint la mort de Tito en 1980, et comme cela arrive souvent lorsqu'un grand dictateur passe l'arme à gauche, n'est-ce pas, il y a une décomposition interne, c'est-à-dire que les tensions que ce dictateur en question a réussi à contrôler prennent de l'ampleur. La résistance au centralisme serbe, parce que c'est bien ce qui s'était passé, même si Tito n'était pas serbe, augmente. Milosevic accroît ce centralisme serbe en arrivant au pouvoir en 89. Et donc, cela est suivi de toute une série de déclarations d'indépendance. En 1991, la Slovénie et la Croatie, tout comme la Macédoine, déclarent leur indépendance. La Croatie était un peu donc le poids lourd devant la Serbie, ou les Croates devant les Serbes, ce qui fait que l'armée fédérale yougoslave, essentiellement contrôlée par les Serbes, envahit la Croatie. Bon, là, il y a une guerre, où notamment Dubrovnik et Vukovar sont largement prises à partie, mais éventuellement, donc, la Serbie doit se retirer, ou plus exactement l'armée yougoslave. Dans le cas de la Slovénie, un peu plus loin du cœur du pays, la région la plus prospère, les Serbes ont laissé faire. La même chose dans le cas de la Macédoine, qui a obtenu son indépendance, elle, formellement, en 1993. Quant à la Bosnie-Herzégovine, qui, elle, a déclaré son indépendance en 1992, elle aussi une indépendance reconnue par la communauté internationale, elle a, elle aussi, fait l'objet d'une intervention de la Serbie contre la Bosnie, et dans un contexte où la Croatie a quelque peu collaboré avec la Serbie. Bon. Les faits saillants, c'est que cette agression a duré 3 ans, de 92 à 95. Ça a impliqué le siège de Sarajevo. Et un terme a été mis à cela grâce à des bombardements, notamment à des bombardements de l'OTAN, qui ont considérablement, bien sûr, endommagé le territoire et qui ont mené aux accords de Dayton aux États-Unis en novembre 1995. Ça a scellé la division de cette fédération, de cette Bosnie-Herzégovine en 2 entités, fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie, les Serbes de Bosnie étant très nombreux, puisque 40% de la Bosnie-Herzégovine, de la population est serbe, 40% est musulman bosniaque et 20% croate. Bon, pendant cette période de 3 années et demie de guerre, les Serbes ont pratiqué une purification ethnique qui était d'ailleurs connue des services de renseignement occidentaux. Bon, mais on a hésité à intervenir pour diverses raisons. On voulait ménager le grand cousin russe, le cousin slave, n'est-ce pas, les Russes. Et puis aussi, il y avait une attitude qui est restée pendant longtemps assez simpliste de concevoir la Serbie comme le dernier rempart devant la poussée de l'islam, ce qui remonte à la fameuse question d'Orient. Et qui montre que quelquefois, les interprétations géopolitiques des états-majors sont très simples et en fait très dépassées. Quoi qu'il en soit, on a laissé la loi du plus fort prévaloir, concevant cette Serbie contre un rempart devant l'Orient musulman. Ça a mené, d'ailleurs, ça a indirectement permis que le Kosovo, qui avait lui-même déclaré son indépendance en 1991, soit un peu laissé de côté. On était très occupé par la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas? Ce Kosovo, dont la population est musulmane, est albanaise et surtout musulmane à 80%, qui d'ailleurs avait réclamé son indépendance dès le début des années 80.
Là aussi, les Serbes ont employé la technique de la répression, retirant même le statut de province au Kosovo en 89, etc. Les grandes puissances sont ignorées, pour les raisons que je viens de dire, jusqu'à ce que l'UCK, l'armée de libération, n'est-ce pas, kosovare, commette des attentats, ce qui a amené l'armée serbe à réprimer de plus en plus. On est en 1998. L'armée serbe réprime, chasse. Plusieurs centaines de milliers de personnes de cette population de 2 millions sont en exode, doivent quitter le Kosovo. L'épuration ethnique est à nouveau donc en pleine action jusqu'à ce que, suite à de nouvelles négociations avec Milosevic et les Serbes à Belgrade, on en arrive à la solution violente, les bombardements de l'OTAN en printemps 99 qui finissent par arrêter l'agression serbe dans un contexte où une force de l'ONU est intervenue, s'est installée en juin 99, mais là aussi les problèmes de règlement de compte entre Kosovars et Serbes se multiplient dans un contexte où le Kosovo est appelé à l'indépendance, mais où la carte de ce ventre mou de l'Europe est encore en question, où donc la question d'Orient se pose encore. Lorsque nous avons emprunté le cours du Danube, nous avons fréquenté plusieurs villes, et notamment Vienne et Budapest, en mentionnant que nous allions y revenir. Nous y voilà. Ces deux villes prestigieuses, que je me permets d'appeler les cousines du Danube, sont assez représentatives de ces capitales intérieures de pays enclavés au cœur de l'Europe. Et même de grandes capitales de petits pays, si je puis dire, enfin, au plan territorial. Ces deux villes ont été érigées sur des sites ici aussi fréquentés par les Celtes, des sites celtiques donc. Elles ont été romaines, Vindibona et Aquincum au 1er siècle avant notre ère, donc respectivement Vindibona à Vienne et Aquincum à Budapest. Elles ont une histoire commune de résistance aux envahisseurs de l'Est. Elles ont été toutes deux associées à l'histoire de l'Empire austro-hongrois et bien sûr à l'histoire des Habsbourg, qui sont étroitement donc associées à cette histoire de l'Empire austro-hongrois. Elles sont toutes deux des villes d'art, particulièrement des villes d'art baroque. Nous sommes au cœur de l'Europe, l'Europe centrale oblige, art baroque. Elles ont été à la fois réunies en quelque sorte, séparées par les vicissitudes de l'histoire géopolitique du cœur de l'Europe. Elles sont enfin aujourd'hui au cœur de la reprise des liens entre les anciennes Europes dites de l'Ouest et de l'Est. Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois par excellence, la capitale aujourd'hui de l'Autriche, une ville de près de 2 millions d'habitants dans un pays qui n'en compte que 8, n'est-ce pas? Une ville très étalée, plus de 400 km², ce qui est à peu près 4 fois, pour donner une comparaison, la superficie de Paris intramuros. Une ville qui n'est pas vraiment sur le Danube. Vienne est surtout sur un canal, ce qu'on appelle le canal du Danube, du Donau, ici en allemand. Son histoire est associée, je l'ai laissé entendre, à celle des Habsbourg à Vienne de 1273 à 1918, jusqu'à donc au début de la Première Guerre mondiale. Une histoire qui a commencé avec l'empereur germanique, Rodolphe Ier, n'est-ce pas? Une histoire qui est associée aussi, s'agissant donc de Vienne, au contact avec le monde turc. Vienne a résisté au siège de Soleiman le Magnifique des troupes de Soleiman en 1529. Vienne a aussi résisté à un autre siège turc à la fin du XVIIe siècle. Son histoire est aussi bien sûr associée à la musique. Au XVIIIe siècle, Vienne était la capitale de la musique en Europe. Elle est d'ailleurs toujours une des capitales de la musique dans le monde. 18e siècle, donc Mozart, bien sûr Haydn aussi en partie, qui n'était pas très souvent à Vienne, mais enfin peu importe, à la fin de sa vie en tout cas, et Strauss au 19e siècle. Quand on pense à Vienne, on pense bien sûr beaucoup à la musique de Mozart et à celle de Strauss. Au 19e siècle, parlons géopolitique, grande puissance continentale, au cœur de l'Europe. Les Habsbourg, suite au congrès de Vienne de 1815, sont parmi les rois de l'Europe, n'est-ce pas, les empereurs de l'Europe. Et leur ville est vraiment au carrefour du monde germanique, du monde latin et du monde slave. Elle a cependant connu un déclin, bien sûr, après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, mais elle a réussi à maintenir son prestige, notamment par son caractère cosmopolite, son caractère artistique à travers le XXe siècle, et aussi de par sa position à la porte de l'Europe à l'époque dite du rideau de fer, donc tout près de la Hongrie. Bon, le cœur de Vienne, ça correspond à un tout petit territoire de
entourée par ce qu'on appelle le ring, n'est-ce pas? Les anciens remparts de 4 km, ça délimite ce qu'on appelle la ville interne, l'Innenstadt, depuis 1865. Les repères essentiels, bien sûr, la cathédrale Saint-Étienne, la grande cathédrale gothique, Stephandom, n'est-ce pas, du XIVe et XVe siècle, qui domine la place du même nom, Stephanplatz. Un repère impérial, le Hofburg, n'est-ce pas, le palais impérial dont l'histoire architecturale est assez complexe, s'étale du XVe au XVIe siècle. Des églises baroques, bien sûr, dont l'église Saint-Pierre, qui date du XVIIIe siècle, en bonne partie. Et puis si on sort du ring, si on va plus loin à l'extérieur, le château de Schönbrunn, une espèce de Versailles autrichien, classique et rococo, essentiellement du XVIIIe siècle. Une ville qui est quand même aussi moderne, hein, une ville qui a son métro, qui est le siège de l'OPEP, qui est un peu la ville de contact, je le rappelle, avec l'Est. Bon, sa cousine, plus exactement, son pendant à Laval, n'est-ce pas, Budapest, aussi de l'ordre de 2 millions d'habitants, ici sur une population de 10 millions. La ville elle-même couvre quelques 500 km², donc encore plus étalée. Une ville en bonne partie industrielle aussi, il ne faut pas l'oublier, mais qui est bien sûr connue par son héritage historique. Buda d'abord, hein, la partie qui est sur la rive droite, parce qu'il faut tout de suite souligner que Budapest appartient beaucoup plus au Danube, un peu comme Paris appartient à la Seine, n'est-ce pas, que Vienne n'appartient à ce Danube. La ville est beaucoup plus concentrée et les monuments le sont aussi le long de ce Danube. Donc Buda sur la rive droite, avec les collines, avec la colline, ce qu'on appelle la colline, le mont du château, n'est-ce pas, qui est le repère essentiel. Cette ville rappelle l'histoire de l'arrivée des Magyars en provenance des steppes à la fin du IXe siècle, de cette résistance de ce monde magyar à la poussée mongole par les Tatars interposés, en particulier au XIIIe siècle. Une ville qui a, s'agissant donc de Budapest, qui a été occupée par les Ottomans, une bonne partie de la Hongrie et Budapest du milieu du XVIe jusqu'à la fin du XVIIe, mais ensuite qui est devenue habsbourgeoise. C'est là qui est vraiment devenue la cousine de Vienne. Buda, qui était, on est toujours sur la rive droite, la capitale de la Hongrie habsbourgeoise, n'est-ce pas, en 1867, à une époque donc où les liens avec ce qui est en face, la ville de Pest, s'accroissent. Le premier pont vient d'être construit en 1849, alors qu'il y a une réunion officielle de ces deux villes, de Budapest en 1873, d'où le nom depuis lors. Ces deux quartiers ou ces deux composantes sont fort distinctes. Buda donc se caractérise par des quartiers médiévaux, la présence d'une forteresse qu'on appelle le Var, le château, sur le mont du château, des églises dont l'église Mathias, ce grand roi hongrois du XVe siècle, le palais royal, qui est donc, rappelle l'héritage Habsbourg, un peu chargé, n'est-ce pas, au point de vue architectural. Et puis de l'autre côté, donc, Pest, une ville plus bourgeoise, administrative, une ville de palais, d'églises, dont l'église Saint-Étienne ici aussi, et puis bien sûr l'immense, le gigantesque Parlement. Des villes qui, enfin une ville, Budapest, qui témoigne de l'héritage romain, mais de l'héritage turc aussi, avec les bains turcs, de nombreuses places, des ponts, hein, de très beaux ponts. Il y en a 7 au cœur de Budapest, dont le pont des Chênes, le pont original. Une ville qui garde des liens étroits avec Vienne. Il ne faut pas oublier, pas très loin à l'amont, ça prend 2h30 en train pour relier les deux villes ou par l'autoroute. Une ville qui a son propre métro, une ville qui est assez aménagée, c'est-à-dire qui a été aménagée selon un plan radioconcentrique de routes et d'autoroutes et qui, à cet égard, souligne là aussi à quel point ce cœur de l'Europe se rattrape en quelque sorte l'Europe totale, l'Europe mondiale, l'Europe qui occupe une place de plus en plus importante à l'échelle de la mondialisation. Je ne connais de sérieux ici-bas que la culture de la vigne, affirmait Voltaire, ce formidable écrivain du XVIIIe siècle. Sans doute exagérait-il un peu, mais enfin il faut convenir avec lui que la viticulture est une affaire sérieuse, une affaire fondamentale qui a été étroitement liée avec le développement de la civilisation. La vigne en fait a une très longue histoire, elle a une histoire de peut-être 7000 ans.
hein. On situe son origine en Géorgie, environ 5000 ans avant notre ère, et peut-être aussi en Turquie. Elle a été importante, cette vigne, parce qu'elle a permis de produire le vin, qui est devenu une nourriture, un calmant, un remède même, et qui est éventuellement devenu un élément central de la gastronomie, et qui a joué un rôle, je le rappelle, important pour la santé, hein. Si l'excès de consommation n'est pas bon pour la santé, une consommation ordonnée du vin joue un rôle positif pour la digestion des graisses, pour l'assimilation des protéines, en particulier lorsqu'il s'agit du vin rouge et de ses tanins. La diffusion de la vigne a été une affaire d'abord assurée par les Grecs et les Romains, donc le monde européen, le monde méditerranéen pour être plus exact, et dans un contexte où la culture de la vigne a été étroitement associée à celle du blé et à celle de l'olivier, et où la culture de la vigne est en fait devenue la forme probablement la plus sophistiquée de l'agriculture, générant des paysages particulièrement bien gérés, bien ordonnés. Je rappelle qu'on cultive la vigne, mais qu'on élève le vin. Le vin fait l'objet de soins attentifs. Le vin, on le soigne, on l'éduque en quelque sorte. D'où ce terme de viniculture qui suit la viticulture. Privilégié par les sociétés européennes d'abord, le vin s'est répandu bien sûr dans l'ensemble de l'Europe. Pensez à cette Europe des marchands dont nous avons parlé. Il a été aussi associé à l'histoire du Moyen-Orient, en particulier en Mésopotamie. Et surtout, il a fait l'objet d'une diffusion par les Européens dans le contexte où ceux-ci ont diffusé leur monde, leur société, leur civilisation. Dans ce contexte aussi où le vin a constamment fait l'objet de recherches. On a fait des recherches d'abord pour assurer une meilleure qualité, on a étudié les conditions de sa fermentation, on a étudié les conditions de son transport pour assurer donc un maintien de sa qualité. L'histoire de la diffusion du vin, en fait, est pleine de péripéties. On a essayé de l'adapter à de nouveaux terroirs, à de nouveaux climats, à de nouvelles conditions de consommation. L'expansion du domaine viticole a été continue et elle s'est toujours réalisée à partir du domaine européen et surtout, bien sûr, vers les régions de peuplement européen. Il faut rappeler aussi qu'un des résultats de cette diffusion mondiale a en fait contribué à sauver la viticulture européenne, puisqu'au milieu du 19e siècle, celle-ci était menacée par la prolifération du phylloxéra, ce puceron parasitaire qui attaquait les cèpes. Et on a sauvé ces cèpes en important des cèpes en bonne santé en provenance des États-Unis, qu'on a greffé sur les vignes, sur les cèpes français, parce que c'est la vigne française qui était la plus menacée, et on a ainsi sauvé cette viticulture française à bien des égards, grâce à ces rejetons de la viticulture européenne implantant en Amérique. Dans un contexte, je le rappelle aussi, où Pasteur faisait des recherches sur le vin, et dans le contexte de cette crise du phylloxéra, et que cela lui a permis de découvrir ce que l'on appelle la pasteurisation, si importante dans l'histoire de l'alimentation et dans l'alimentation tout court de nos jours. Bref, la vigne a fait l'objet de recherches, l'objet d'inventions, d'adaptations. Pensons au champagne, pensons au Porto, qui est des produits tout à fait remarquables. Pensons à quel point, encore aujourd'hui, les recherches sur les qualités nutritives, les qualités préventives du vin se continuent. Les qualités aussi sur la viticulture, c'est-à-dire les qualités de la recherche sur la viticulture, dans un contexte où celle-ci se répand, s'étend. Ça serait à l'échelle historique, il y a la conquête de la Champagne, mais aussi du domaine allemand, du domaine néo-zélandais, et même plus près de nous, au Canada, dans la péninsule ontarienne, et même au Québec. Parce que le vin s'est mondialisé, la viticulture s'est mondialisée. Il y a plus de 8 millions d'hectares de vignes dans le monde, plus de la moitié en Europe, certes, mais il y a quand même une cinquantaine de pays qui produisent du vin, dont 15 sont en dehors de ce que j'appelle le bassin d'origine, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, européen, caucasien et aussi moyen-oriental. Bref, le paysage de la vigne s'est mondialisé. On assiste à une réduction des superficies et de la production au total, certes, mais on produit un vin de qualité moyenne en amélioration constante. On produit un vin plus buvable, on distille de moins en moins le vin pour produire de l'alcool, on produit du vin de consommation alimentaire, n'est-ce pas? Dans un contexte, il y a une réduction des superficies, on réduit aussi les rendements, mais on améliore la qualité selon un modèle bordelais. Cela s'applique bien sûr d'abord aux trois grands producteurs que sont la France, l'Italie et l'Espagne, qui ensemble produisent plus de la moitié de la production mondiale. Mais encore une fois, dans un contexte d'expansion qualitative, exploratoire, parfois limitée, notamment par l'islam, mais dont le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la carte du vin, elle est mondiale. Il y a donc cette Europe méditerranéenne, Portugal, Espagne, bon, Portugal, Atlantique, mais méditerranéenne aussi,
civilisations, France, Italie, Grèce, même Malte et Chypre. L'Europe germanique, plus centrale, un peu plus frisquette, où on produit moins de vin rouge, surtout du vin blanc. Je pense à l'Allemagne, au Luxembourg, à la Suisse, à l'Autriche. L'Europe centrale, l'Europe du Danube, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, etc. Le Caucase, bien sûr, avec la Géorgie, avec aussi au-delà la Russie. L'Afrique même, l'Afrique du Nord et surtout l'Afrique du Sud, 5e producteur mondial, même au Moyen-Orient, le Liban et la Turquie, les États-Unis, il faut quand même le souligner, la Californie qui produit d'excellents vins. Même la vigne existe au Canada, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, on l'a laissé entendre, en Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, le 4e producteur mondial, l'Uruguay, le Brésil qui produit dans des conditions climatiques un peu spéciales, 2 récoltes par année, donc 2 millésimes, l'Australie, 8e producteur mondial, la Nouvelle-Zélande, de bons vins blancs, et puis finalement, la mondialisation, on boucle la boucle, la Chine et le Japon.